Nous avons maintenant les travaux qui vont reprendre et c'est une séance que je préside encore une fois cet après-midi. Vous m'aurez assez vu après ça. Donc, une séance consacrée à 3 exposés, conférences liées de près ou de loin aux sciences sociales et humaines. Et la première, c'est celle du professeur Jörg Balziger, à l'Université de Genève. Et vous avez ici son titre, donc je ne vais pas le lire, et je lui laisse tout de suite la parole. Merci, on se réjouit de vous entendre. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci de revenir pour l'après-midi. Quand Antoine et Isaline m'ont contacté pour la première fois, c'était pour demander est-ce que vous avez autour de vous des chercheurs qui travaillent sur les Alpes vaudoises. Et puis j'ai dit, bon, je vais transmettre le message pour voir si on en trouve. Et finalement, ils sont revenus vers moi pour dire que, bon, on a vu que vous travaillez sur la gouvernance en région de montagne plus généralement, et on souhaiterait quand même que vous présentiez un peu vos perspectives. C'était il y a 4 mois. Depuis, je ne suis pas devenu un grand expert de la gouvernance en région des Alpes vaudoises, mais j'ai quand même travaillé sur les Alpes, beaucoup, et d'autres massifs, comme je vais vous présenter. Et j'ai travaillé beaucoup aussi sur une réflexion sur l'interdisciplinarité, et dans le contexte de la recherche, et dans le contexte de l'enseignement. Donc l'objectif de ma présentation, c'est autant de vous donner quelques clins d'œil sur la gouvernance en région de montagne, que d'alimenter la réflexion interdisciplinaire. J'ai tout à fait des belles mémoires de la région des Alpes vaudoises, quand même, il faut le dire, à la Goumflou, où j'ai fait une des plus belles balades jamais vues avec la pleine lune et la levée du soleil en 3 heures. Mais ce n'était qu'à suite de la conversation avec Isaline et Antoine que je me suis rendu compte que la Goumflou est actuellement sur la frontière entre les Alpes bernoises et les Alpes vaudoises. Il faut avouer aussi que avant cette conversation, le terme Alpes vaudoises n'apparaît pas sur l'horizon de ma recherche. J'ai dit c'était peut-être parce que je suis bernois, donc les Alpes bernoises pour moi ça fait du sens. Mais je suis très heureux d'être ici et de voir la richesse de recherche sur les Alpes vaudoises qui, on pourrait dire peut-être, sont en train de devenir une région. Alors, j'ai dit que je voulais alimenter un peu la réflexion sur l'interdisciplinarité, et ceci j'aimerais faire à travers ou par le biais d'un outil heuristique qui s'appelle les concepts nomades. Je vais en identifier 3 et puis vous donner quelques résultats, quelques clins d'œil sur la recherche que j'ai menée depuis une dizaine d'années sur la gouvernance en région de montagne, avec des collègues, y compris Stéphane Arat de l'IDEAP, qui est sur le groupe d'accompagnants, mais aussi des géographes comme Bernard de Barbieux, Gilles Ruda, et des juristes, donc déjà dans l'interdisciplinarité. Et puis je vais quand même essayer de vous proposer une synthèse dans l'optique de quelques thèmes ou quelques pistes de recherche qui pourraient être intéressants pour la région des Alpes vaudoises par le biais de ces concepts nomades. À titre d'introduction et peut-être de contradiction avec ce qui était dit au début, ma compréhension, mon interprétation de ce qui est pluri-inter-transdisciplinarité est un peu différent, dans le sens que la transdisciplinarité, c'est quelque chose qui implique la co-construction de connaissances avec les parties prenantes. L'interdisciplinarité, c'est ce que, au début, Eric avait mentionné comme transdisciplinarité, donc il y a un certain décalage des termes. Mais c'est pour dire qu'à certains moments, on dépasse les frontières des disciplines, et là, ça devient intéressant.
Et je pense que c'est pour ça qu'on est ici. Je me rends compte qu'on ne peut pas vraiment lire ce qui est ici, mais on passe de la disciplinarité à la pluridisciplinarité, à l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité. Alors, les concepts nomades, qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui a été introduite par une philosophe belge, Isabelle Stengers, dans les années 80, et qui a ensuite été élaborée, retravaillée par un néerlandais qui s'appelle Mirke Ball. Et c'est une notion qui a été introduite afin de promouvoir le dialogue entre les disciplines. C'est une notion qui a le potentiel de servir pour réfléchir aux concepts propres qu'on a dans nos disciplines, pour les mieux préciser, pour y reconnaître les limites et les potentiels, mais aussi à susciter un dialogue entre les disciplines. Parce que l'argument, et ça s'est avéré tout à fait utile, c'est que le dialogue, souvent entre les disciplines, passe par les concepts et pas forcément par les méthodes. Et ça s'inscrit évidemment dans une perspective constructiviste, c'est-à-dire qu'à la base, il y a la reconnaissance qu'il n'y a pas une discipline qui a le monopole pour définir un certain concept. On se rend compte qu'on utilise des concepts de manière très différente, mais une fois qu'on commence à creuser, on se rend compte qu'il y a des dynamiques liées à ce concept qui sont similaires ou non, mais qui peuvent susciter une réflexion assez intéressante. Donc, dans le travail qu'ont fait ces personnes sur les concepts nomades, on y a identifié toute une série. J'ai l'avantage aussi de parler cet après-midi, donc je peux alimenter ma réflexion sur la base de ce qui a été présenté ce matin. Et en fait, il y a des concepts nomades qui ont été évoqués ce matin, sur lesquels je vais rebondir, qui donnent déjà des idées assez intéressantes pour la recherche inter, voire transdisciplinaire. Donc voilà, des concepts comme le comportement, la différenciation, la causalité, toute une série de notions que nous évoquons dans nos disciplines avec une certaine compréhension, interprétation qui peut être différente à travers les disciplines. Je vais essayer de m'orienter, de focaliser sur les trois concepts nomades évoqués ici, donc l'échelle, la circulation et le comportement. Et ceci en vous donnant quelques impressions de la recherche. Le concept de l'échelle. Ce matin, ce symposium a été ouvert avec la question « Pourquoi les Alpes vaudoises ?» Question qui évoque très fortement la question de l'échelle. À quelle échelle est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on travaille à l'échelle de cette région des Alpes vaudoises, ou alors du Vallon du Nord, ou à l'échelle du massif? Et dans la recherche que nous avons menée au sein du département de géographie et environnement à Genève, parce que ce sont des géographes, commence toujours avec la question « Qu'est-ce que c'est la région ?» On a entendu ce matin de notre collègue économiste que les régions se construisent par une économie exportative. Effectivement, ça peut être une définition d'une région, mais il y en a d'autres. Donc, comment on peut les reconnaître et que sont les dynamiques impliquées dans cette construction d'une région, dans cette construction d'une échelle? Pour ce qui concerne les Alpes, je vais parler dans un premier temps des Alpes. On voit dans l'historique plusieurs vagues de construction de régions, en commençant par les communautés de travail, qui à partir des années 70 et 80 ont créé des collaborations entre des
des autorités sous-nationales, c'est-à-dire des régions. Il y en avait 3, l'Argué-Alpes pour l'Est, l'Alpen-Adria encore plus à l'Est, et puis Côte-Royaux en 82, qui, sauf erreur, comprenait le canton de Vaud. C'est une première vague de collaboration à une échelle sous-régionale, si on parle comme région du massif des Alpes, mais une première construction d'une région alpine à travers ces communautés de travail. Et il y en avait d'autres dans les Pyrénées, dans le Jura, promus pour la plupart par la politique régionale du Conseil de l'Europe. Dans un deuxième temps, on connaît toute l'histoire de la Convention alpine, le fameux traité intergouvernemental signé en 1991, un an avant Rio, un traité qui a suscité beaucoup d'admiration, surtout de l'externe, et beaucoup de critiques aussi, surtout à l'interne. Ceci dit, la Convention alpine se dit le premier traité qui s'adresse vraiment explicitement au développement durable, c'est-à-dire à l'intégration à travers les secteurs économiques. Et puis est venue une série de programmes au sein de l'Union européenne, en commençant par le programme Espace Alpin, que vous connaissez peut-être aussi. Vous avez peut-être participé déjà dans des programmes, donc à partir de 2000, après une phase pilotage. Et puis récemment, la stratégie macro-régionale pour toutes les Alpes. Donc on constate une série de constructions, d'efforts de construire une région de montagne à différentes échelles. Et finalement, ça nous a amené à une carte de périmètre de cette région alpine, des périmètres qui ne sont pas les mêmes. On a donc en vert le périmètre de la Convention alpine qui s'est défini d'une certaine manière, plus ou moins, à l'échelle écorégionale, donc les montagnes propres. On a en rouge le périmètre du programme Espace Alpin de l'Union européenne et plus récemment en bleu le périmètre de la fameuse stratégie macro-régionale des Alpes. Alors, que sont les conséquences de ces différents efforts de construire une région de montagne? Déjà, on y constate une grande différence entre la base sur laquelle l'échelle se construit. Est-ce qu'on est plutôt dans l'optique d'une écorégion, comme la Convention d'Alpine, ou est-ce qu'on est plutôt dans la logique d'une région de projet, comme le programme Espace Alpin ou la stratégie macro-régionale? Grand thème que ça évoque, et je pense que dans ce contexte, les Alpes vaudoises sont tout à fait un microcosme de ce qu'on constate au niveau du massif des Alpes. Il y a la différence entre, disons, le cœur des Alpes et les métropoles qui sont plutôt au périmètre de cette région alpine. Ça veut dire que, et au niveau de pouvoir politique et au niveau de pouvoir économique, il y a une grande divergence entre les acteurs alpins. Donc avec le programme Espace Alpin, on y voit s'ajouter des villes comme Turin, Lyon, Vienne, Munich, au moment où une organisation comme l'Alliance pour les Alpes, qui réunit les municipalités alpines, devrait se demander « et si la ville de Munich voulait adhérer à cette association, qu'est-ce que vous diriez ?» C'est une question qu'on a posée au président de l'Alliance.
lors d'une table ronde qu'on a organisée, et ça a suscité une forte discussion autour de la question mais qu'est-ce qui est alpin et qu'est-ce qui est non? Est-ce qu'une ville comme Turin, Munich, ça fait partie des Alpes? À voir aussi que dans le programme Espace Alpin, il y a non seulement les Alpes, mais aussi le Jura, ce qui suscite encore un autre débat. Deuxième concept nomade, la circulation, la diffusion. Ce matin, on a déjà entendu de la circulation ou non d'un système lésin, un système qui a, je crois comprendre, a suscité des activités semblables ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un modèle. Dans le contexte de la gouvernance en région de montagne, dans un travail avec Stéphane Arat, on s'est demandé, d'un côté, est-ce que les initiatives de gouvernance en région de montagne favoriseraient la gestion de ce qu'on appelle les wicked problems, c'est-à-dire des problèmes très importants qui dépassent les politiques sectorielles, qui dépassent les territoires institutionnels et qui incitent une certaine redistribution des compétences du niveau local au niveau transfrontalier. Et on voit par exemple dans la Convention alpine, pour ce qui concerne les politiques sectorielles, oui, il y a des passements parce qu'on a des protocoles sur différents secteurs économiques. Pour ce qui concerne les territoires institutionnels, on le voit dans le programme Espace Alpin parce que ça dépasse les frontières nationales et ça crée un territoire dans lequel il y a, par exemple, possibilité d'avoir des financements qui ne sont pas possibles pour ceux qui sont de l'autre côté de la frontière ou du périmètre de la région. On a, dans ce projet, comparé les initiatives transfrontalières en région de montagne en Europe, largement, donc entre les Pyrénées, le Jura, les Alpes, les Carpates, les montagnes Balkans, l'arc dinarique et le Caucase. D'un côté, pour identifier des voies de circulation de ce modèle de gouvernance librement associé avec le modèle de la Convention alpine ou de la gouvernance dans les Alpes, donc qui dépasse les secteurs et les territoires et les niveaux de gouvernance. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a effectivement une grande variation de voies de circulation, de mécanismes de diffusion et de forces motrices. Donc, dans un premier temps, on a constaté qu'il y a effectivement, pour ce qui concerne les communautés de travail, le Jura, les Alpes et les Pyrénées, où il y a eu diffusion dans l'optique d'un apprentissage. Donc, il n'y avait pas forcément de lien direct entre ces différentes initiatives, mais il y a eu un processus d'apprentissage sur un modèle qui a vu la promotion de la part du Conseil de l'Europe. Le Caucase, il y a eu une certaine diffusion, adaptation entre les Alpes et le Caucase, mais dans ce cas, on passe de la gouvernance au niveau politique à la gouvernance au niveau scientifique. Donc, comme s'il y a un réseau scientifique à l'échelle du massif des Alpes, à l'ISCAR, il y a eu cet effort de créer un réseau scientifique au niveau du Caucase, impliquant les 6 pays dans lesquels je suis actuellement impliqué. Entre les Alpes et les Carpates et les montagnes Balkans, il y a eu également circulation, mais d'une autre façon, c'est-à-dire plutôt d'une coopération indirecte à travers des organisations tiers
comme la SAB, la Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete, ce n'est pas le terme en français, ou Euromontana. Et puis dernièrement, il y a eu circulation entre des régions de montagne de l'Est, pour la plupart, où il y a eu une très forte coopération directe par le biais du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE. Ce qu'on constate ici, c'est le rôle central dans ce schéma de diffusion, de circulation des Alpes. Et on s'est demandé alors s'il y a un rapport entre ce rôle central et le degré de potentiel à gérer des wicked problems. Et donc ce qu'on a trouvé effectivement, c'est que en comparant les différentes initiatives, il y a les Alpes qui se démontrent où il y a le plus grand potentiel exprimé par le plus grand degré de transterritorialité, de transsectorialité et de redistribution de compétences à travers les niveaux de gouvernance. Et à l'autre bout, on voit des initiatives dans le Balkan, dans le Dinarique et le Caucase, où c'est plutôt restreint. Un troisième concept nomade que je voulais évoquer, c'est le comportement. Ce matin, dans la très belle présentation sur les gradients, il a été question de comportement et des plantes, à travers le gradient d'altitude, comportement des insectes qui s'adaptent au changement d'altitude. À savoir que dans les sciences sociales, le terme comportement suscite des très forts débats, généralement parce qu'il y a d'un côté l'idée d'un homo economicus, c'est-à-dire un humain qui fonctionne sur la base d'un comportement qui s'oriente vers la maximisation de profit, et d'autre part plutôt le homo sociologicus qui est influencé fortement par le contexte. Dans ce cas, et ça vient d'un projet que j'ai mené avec des collègues à l'EPFZ, un projet fortement interdisciplinaire sur la gestion des ressources naturelles dans les Alpes. Je me suis intéressé au concept du développement durable. Concept qui fait débat depuis bien 20 ou 30 ans, y compris pour ce qui concerne la différence entre l'universalité et la particularité. Appréhender le développement durable, est-ce que ça veut dire qu'il y a un concept universel qui peut s'appliquer partout, ou est-ce qu'il faut toujours tenir en compte le contexte dans lequel la pratique du développement durable se manifeste? Également la question entre finalité et processus, donc est-ce qu'il y a vraiment moyen de dire là c'est un projet qui est durable, là c'est un projet qui n'est pas durable, ou est-ce que finalement le développement durable se manifeste dans des processus, dans des relations sociales? Donc la question, c'était, pour ce qui concerne le comportement, est-ce qu'on peut parler d'une connaissance contextuelle du développement durable? Et dans ce cas, on a avancé l'hypothèse que justement l'appréhension ou l'interprétation du développement durable doit se comprendre en contexte. Et le contexte, on a défini par la position dans un réseau social au sein d'un projet territorial. Là, on a travaillé sur des cas d'études, des études de cas en canton de Vaud. Malheureusement, c'était le Jura vaudois, ce n'était pas les Alpes vaudoises, et en Valais. Et on a analysé
les voies de collaboration et d'échange d'informations entre les différents acteurs et au niveau local, régional, cantonal et fédéral. Ce qu'on a trouvé, c'est l'appréhension, c'est-à-dire l'interprétation du développement durable pour ce qui concerne l'équilibre entre les différents piliers, donc le pilier économique, social et environnemental, est tout à fait variable entre les différentes études de cas, entre les niveaux d'acteurs et entre les différents secteurs. En l'occurrence, on a trouvé que c'était dans le contexte d'une conception d'évolution de paysage en vallée où on a trouvé le plus fort équilibre dans l'appréhension du développement durable au niveau cantonal, c'est-à-dire parmi les acteurs au niveau cantonal, et, ce qui n'était pas surprenant, parmi les acteurs du secteur public. On a également constaté une forte variabilité pour ce qui concerne la centralité des acteurs, c'est-à-dire les acteurs qui ont le plus de liens avec d'autres. Encore une fois, en termes d'études de cas, où c'était encore une fois dans le contexte de la conception d'évolution de paysage, de niveau acteurs, mais cette fois c'était les acteurs régionaux qui étaient les mieux réseautés, si on veut, et de secteurs. On s'est avéré que ce sont les acteurs privés qui étaient les mieux liés. Mais finalement, ce qui nous intéressait, c'est est-ce que l'interprétation du développement durable, du concept de développement durable, peut s'entendre par le contexte. Et en gros, on a trouvé qu'effectivement, le plus central dans un réseau se trouve un acteur, le plus équilibré entre l'économique, social et l'écologique, et la compréhension du développement durable. Alors, je vais conclure avec quelques regards sur les Alpes vaudoises et je vais repasser sur 2 des 3 concepts nomades pour réfléchir peut-être à quelques pistes de recherche ou alors, dans un premier temps, de réflexion. Pour ce qui concerne l'échelle, il y a une pluralité de systèmes scalaires. Système scalaire, c'est-à-dire ou un système d'échelle administratif, du local au global, ou un système scalaire basé sur une interprétation plutôt biogéographique, donc bassin versant jusqu'au massif des montagnes. Des questions que ça pourrait susciter en termes de dialogue entre les disciplines sont les suivants. Peut-être en commençant par les questions que se demandent les géographes. Donc, qu'est-ce qui est compris une fois qu'on a identifié une certaine échelle? Qu'est-ce qui est compris et qu'est-ce qui est laissé de côté? Qui c'est qui décide à quelle échelle on travaille? Qui c'est qui décide à quelle échelle une institutionnalisation se fait? À quel but? Pourquoi on a une convention alpine à l'échelle écorégionale et on a un programme espace alpin à l'échelle des sous-régions administratives et avec quelles conséquences? Donc évidemment, les Alpes vaudoises s'inscrivent dans le canton de Vaud. Qu'est-ce que ça veut dire pour la politique au niveau du canton? S'inscrivent en Suisse. Qu'est-ce que ça veut dire pour la coopération entre les zones de montagne et les zones métropolitaines et au massif des Alpes? Qu'est-ce que ça veut dire que la région des Alpes vaudoises se trouve en Suisse, qui n'est pas membre de l'Union européenne, pour la coopération dans les Alpes? Il y a des concepts nomades qui sont liés à ces questions d'échelle, y compris la résolution, la complexité, la question d'ordre, la question de délimitation, tous des concepts que je pense on peut facilement retrouver dans différentes disciplines
Et en parlant, en définissant de quoi on parle, il pourrait y avoir des pistes de dialogue assez intéressantes. Pour ce qui concerne la circulation, il y a également une pluralité de flux. Donc des questions comme qu'est-ce qui circule, qu'est-ce qui est diffusé, qu'est-ce qui est propagé. Il y a des flux matériaux en eau, en air, mais aussi en idées, donc des circulations symboliques aussi, des circulations institutionnelles. Quelles sont les forces motrices? Encore une question qui pourrait intéresser des chercheurs dans différentes disciplines. Quels sont les mécanismes? Est-ce que c'est l'altitude, la température? Est-ce que c'est l'environnement politique? Est-ce que c'est l'accès aux finances qui détermine les schémas de circulation, de diffusion? Et finalement, quels sont les résultats de cette circulation? Voilà, un exemple de circulation, le retour dans le canton de Vaud, du loup. J'ai essayé à chercher des photos d'un loup en Vaud, mais tout ce que j'ai trouvé, c'était des loups dans le canton de Valais, au Salève, au Canada. Et encore, il y a des concepts nomades liés à la circulation, comme la perméabilité, ce qui relève encore la question de la construction de la région, ou encore l'adaptation, en quoi les acteurs ou les organismes qui se trouvent de l'autre côté de la diffusion peuvent s'adapter. Les herbivores qui montent en altitude, les acteurs au Vallon de Nom ou encore à Montreux, comment ils s'adaptent au changement. Merci beaucoup. Comme j'ai dit, ce sont des travaux qui ont été financés par différents bailleurs, donc j'ai ajouté quelques remerciements. Et comme je vais laisser la présentation avec vous, j'ai ajouté quelques références aussi, si ça vous intéresse le plus. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé. On a un peu de temps pour les questions. On a même 2 micros à disposition, si jamais. Sur l'aspect extra-alpin, vous avez présenté différentes régions, Balkans, etc. Puis le Caucase, j'étais un peu interloqué parce que le Caucase, bon, vous allez travailler avec les Géorgiens, mais pas tellement travailler avec les Russes, ni les autres petites nations qui sont dans le Caucase, je pense. Et puis, si vous allez jusqu'au Caucase, est-ce qu'il y a le petit Caucase est compris? Est-ce que toute la Turquie est tracée aux chaînes de montagnes, les Alpes lycéennes, le Taurus. Puis si vous allez un peu plus à l'est, vous avez l'Elbourz qui touche aussi la Caspienne. Et puis évidemment le Zagros. Alors est-ce que vous êtes intéressé aussi à ces régions-là ou bien vous êtes arrêté? Et puis pour le Caucase, avec qui vous travaillez? Ouais. Donc en effet, on travaille avec les 6 pays, la Russie, l'Iran, la Turquie, l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan. On travaille avec des institutions scientifiques, donc à la fois des universités et des académies nationales de sciences. On travaille pas mal avec des géographes. Donc en Russie, c'est l'Institut de géographie de l'Académie nationale. Même chose en Azerbaïdjan. C'est vrai qu'on a tous les réunions à Tbilissi, en Géorgie. Pourquoi? Parce qu'il y a un état de guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, entre la Russie et la Géorgie. Il y a des conflits entre l'Arménie et la Turquie. Donc finalement, la Géorgie, c'est le seul endroit où tout le monde peut arriver sans avoir des problèmes. On a eu des réunions en Ukraine. Ça posait problème pour nos collègues russes. On a essayé on va organiser une conférence régionale l'année prochaine et on a discuté entre Ankara et
Tbilissi. Bon, c'était une semaine avant l'attentat à Ankara. Et puis, pour revenir à la deuxième partie de votre question, on s'est demandé justement qu'est-ce que c'est le Caucase. Est-ce que ça comprend le Grand Caucase, c'est-à-dire la partie russe, Arménie, russe, Géorgie, Azerbaïdjan? Est-ce que ça comprend le Petit Caucase? Donc la question d'échelle s'est fortement présentée. Et là, il y a des dynamiques très intéressantes parce que à la fois c'est à l'ouest où on a inventé cette idée de travailler au massif, à l'échelle du massif, mais c'est également au sein des acteurs comme l'Union européenne, on a introduit la distinction, la fragmentation entre le Grand Caucase et le Petit Caucase. Donc en effet, pour ce qui concerne le projet qu'on a, qui s'inscrit dans le programme SCOPES du FNS, il y a la Russie, l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan qui sont des partenaires éligibles, donc des partenaires officiels, mais il y a l'Iran et la Turquie qui ne le sont pas. On a quand même eu un succès au niveau de l'intégration, mais ça pose toujours des problèmes. Oui, notre partenaire en Iran, c'est l'université de Malayar. C'est un doyen très actif, un doyen qui est actif justement dans la perspective de l'ouverture de l'Iran. Ce qui est intéressant aussi, c'est notre collaboration avec l'Iran a suscité l'intérêt des États-Unis, du Department of Homeland Security, mais dans la perspective des négociations autour de l'accord nucléaire. Donc pour le moment, on a la chance d'y impliquer tout le monde, mais c'est vrai, on est contraint pour le moment de travailler pour la plupart en Géorgie. Merci. Bref question, je ne veux pas faire trop de temps pour les orateurs suivants, donc une brève question, s'il vous plaît. Alors, dans votre chapitre circulation, vous parliez de la distribution verticale des compétences. Puis ma question, c'est que dans un contexte alpin, on ne devrait pas parler plutôt de redistribution horizontale des compétences. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, de l'espace Mont Blanc, en fait, les problématiques d'énergie, de transport et de tourisme, en fait, elles ont plutôt un contexte qui dépasse les frontières administratives maintenant, pour le partage, par exemple, de l'énergie ou de choses comme ça. Oui, tout à fait. Pour ce qui concerne les Alpes et les autres massifs, on a pris en compte l'ensemble d'initiatives de gouvernance dans le massif. Donc, pour ce qui concerne les Alpes, ce n'est pas seulement la Convention alpine, où il n'y a pas vraiment de répartition de compétences entre les différents niveaux, c'est vraiment un traité intergouvernemental, mais aussi justement les initiatives sous-régionaux et des initiatives qui s'inscrivent de manière plus générale dans la gouvernance où il y a une certaine répartition de compétences. Mais si on va dans le détail, on se rend compte que ce n'est pas dans les Alpes où cette répartition verticale est la plus prononcée. C'est dans les Pyrénées, en fait. Merci beaucoup à Jörg Balziger et au public pour ces questions.